Bonjour, bonsoir les voiliers players et bienvenue dans notre épisode 3 du 19e trou. On est très heureux de faire ce nouveau podcast avec vous. On a beaucoup de choses à vous dire. Mais tout d'abord, Pierre, comment vas-tu? Écoute, je vais très bien. Comme vous pouvez le voir, ceux qui regardent, on a un petit setup différent. On n'est pas ensemble. Il y a un peu d'heures de décalage en plus. Donc, mais voilà, on ne rate pas l'occasion de faire ces petites émissions hebdo pour vous parler de l'actu golf. Et toi, Alex, comment vas-tu? Bah écoute, très bien. On a passé un très bon week-end. On avait un tournoi de golf ce week-end dans notre golf. On a tous les deux bien joué. Donc c'était vraiment un super week-end. Ouais, c'est vrai. Pierre, sans plus attendre, je pense un petit peu qu'on va parler un petit peu de qu'est-ce qu'on a au menu cette semaine? Bah oui, on avait vraiment du gros menu. En plus, bah, c'est dommage parce que comme on avait ce tournoi, on n'a pas pu aller faire un tour à l'Open de France, malheureusement. Mais voilà, ça va être le gros sujet d'aujourd'hui. Donc il y a de l'Open de France, il y a de la President's Cup, et après c'est parler un petit peu de la semaine qui arrive et d'autres choses si jamais il y a des sujets qui nous arrivent. Bah très bien. Eh ben écoutez, sans plus attendre, je pense qu'on va commencer par l'Open de Let's France. go. Premier sujet de ce 19e trou, donc l'Open de France qui s'est déroulé au Golf National enfin, la semaine dernière et ce week-end. Vraiment, c'était le retour depuis 3 ans de l'Open de France. Donc, Hmm. on a vu que, enfin, moi j'ai déjà vu, sans y être allé, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde, beaucoup de ferveur, beaucoup de Français et plein de trucs cool qui se sont passés. Et un tournoi qui a tenu ses promesses en termes quand même de chants et de joueurs qui sont au leaderboard, un petit Français qui s'y glisse et un finish un petit peu dingue encore une fois. J'ai l'impression que toutes les semaines on est là, tiens, on a un playoff où on a un gars qui claque une grosse carte. Là, c'était encore le cas. Donc on a voilà, vainqueur du Kazoo Open de France 2022, Guido Migliozzi. Qui fait un petit 62 tranquillou le dernier tour pour revenir de derrière et donc prendre le trophée au nez et à la barbe de Rasmus Højgaard. Il nous a fait une partie, il nous a fait une partie de folie, Guido, le dernier tour. Non, je suis totalement d'accord avec toi, Pierre. J'ai regardé ça en replay, c'était vraiment incroyable. Il nous fait quand même 8 birdies en 10 trous entre le 6 et le 14. Enfin, il était vraiment sur une autre planète. Il avait un putting. Il rentrait des putts d'affilée sur des trous qui il se mettait pas donné en fait à chaque fois. Il y avait vraiment des vrais putts à rentrer et il les a tous rentrés. C'était vraiment assez impressionnant. Revenir de l'arrière comme ça, même si on sait c'est toujours plus facile de chasser que d'être chassé. C'est Romain qui me l'a dit, ça, oui. Il a vraiment fait exactement. Et là, il a vraiment fait une très belle partie. Et l'apothéose, il est moins 15 au 18. Rasmus Højgaard est moins 15. Et il se dit pas qu'il y a le 18 de l'Albatros, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un par 5 habituellement. Là, c'est un par 4 pour les professionnels. Il est vraiment assez long. Et il s'est quand même dit un drapeau qui est tout à droite, de l'eau à passer. Et il a essayé d'aller chercher directement le drapeau alors qu'il aurait pu poser sur le green et faire deux putts et voir un petit peu ce qu'allait faire Rasmus. Donc vraiment, il y en avait dans le pantalon, comme on dit, et il est vraiment allé la chercher, cette victoire. Et c'est vraiment une super dernière journée, un 62 pour finir. Franchement, c'était vraiment top. On a rarement eu des finishes aussi étincelants au Golf National pour Mm. l'Open de France ces dernières années, je trouve. Et je crois le truc marrant que j'ai vu par rapport à ce deuxième coup du 18, c'est qu'avec son cadet, ils n'ont pas du tout discuté d'aller chercher ce drapeau. Et je crois qu'il dit d'ailleurs après la partie, le cadet était pas très content, mais lui s'est dit au-dessus de la balle, tiens, je le sens, j'ai envie d'aller attaquer le drapeau. Et effectivement, bah, c'est tout, ça passe tout proche, hein, des Ouais. centimètres. Je pense qu'elle tombe 1 mètre 50 après l'eau, elle glisse parfaitement, il met le putt de 1 mètre 50 pour finir en beauté. Et bah, voilà, le deuxième protagoniste après de cet Open de France, c'était quand même Rasmus Højgaard, qui Mhm. après 2 tours, on se dit bon bah il a peut-être un peu plié le tournoi, ce Norvégien, ce Danois, pardon, ce Danois, Mhm. parce qu'il était quoi, moins 15 après 2 tours, il fait moins 9, moins 6, Moins 15, il a ouais. 6 coups Exactement. d'avance, il est sur une autre planète, enfin il fait des birdies à l'appel, et donc vraiment, on s'attendait, je m'y attendais pas trop à ce qu'il le perde ce tournoi, mais il a réussi à nous le perdre avec un beau petit 8 au 2, 2 balles dans l'eau. Exactement. Ouais. En plus, je crois que c'était le jour où ils ont un peu raccourci le par 3, donc la balle spinait un peu. Et donc, il met une première balle, pitch, allez, 3-4 mètres dans le green, spin, dans l'eau. Il va à la dropping zone, je crois que celle-là, elle tombe directement dans l'eau. Donc, un petit Ouais. 8, suivi d'un bogey. Et là, en fait, il a remis tout le monde dans la partie. Et donc, bah, ça, Ça, c'était samedi, ouais. ouais. Donc, ça Ça, c'était c'était cool, samedi. parce que voilà, ça a remis du suspense dans le tournoi. Autant qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer plus loin, il aurait peut-être pas gagné, même s'il n'avait pas fait 8 au 2.
Mais en tout cas, c'était vraiment un truc. Enfin, il a remis tout le monde dedans avec des Français qui étaient là en plus, donc c'était vraiment vraiment cool à voir. Et ça, je pense, pousser les supporters à aller voir nos Français parce que on a Paul Barjon qui finit pas loin de la gagne, donc vraiment cool. Pour vous refaire, et on vous mettra là en vignette le classement. Pour vous refaire le classement, donc on a Migliozzi à -16, Hochgaard à -15, et ensuite on a Paul Barjon, George Cozzi et Thomas Pieters à -11, suivi de Donaldson, Jordan Smith, James Wintner, Yannick Paul et McIntyre, qui voilà, se glisse encore dans un petit top 10 pour suivre sa victoire. Donc voilà, une superbe semaine à l'Open. Et je crois qu'on l'avait mis on l'a mis dans notre story sur Instagram. Si vous n'y êtes pas allé, ou même si vous y êtes allé, il y a les Two Brothers qui sont allés le samedi et le dimanche, qui ont fait une super vidéo un peu de backstage où ils ont suivi des Français, ils ont parlé aux joueurs français un petit peu. Donc vraiment cool, et du contenu à aller consommer si vous voulez voir un petit peu plus de cet Open de France là. Ouais, non, c'était vraiment une très belle édition. Je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai que Rasmus a remis un petit peu tout le monde dès le samedi début d'après-midi dans la course. Franchement, c'était. Après, il faut savoir aussi le traumatisme peut être aussi là un peu le dimanche. Quand tu as fait quintuple au 2 et bogey au 3, il s'est quand même bien rattrapé le dimanche parce que pour ceux qui ne l'ont pas vu, il fait quand même birdie au 2, eagle au 3. Donc on sent quand même que les professionnels savent quand même se remettre la tête à l'endroit du jour au lendemain. Mais je pense qu'il y pensait forcément. Mais bon, voilà, Ouais. on y pensera tout le temps. Bon, c'est comme ça. Il reviendra jamais jouer au 2 l'esprit aussi tranquille qu'avant d'avoir fait 8 au 2. J'aime pas utiliser le mot traumatisant parce que c'est peut-être un peu fort pour un sport et du golf, mais c'est vrai que pour revenir comme ça et un petit peu faire switch et oublier ce qui s'est passé la veille, c'est sûr qu'ils sont très très forts. Et maintenant, c'était l'Open de France et on en avait parlé la semaine dernière. On avait énormément de Français. Alex, un peu, parle-nous des quelques Français qui t'ont marqué cette semaine, ou ceux que tu as envie de mettre en avant par le résultat ou une histoire dans la semaine. Bon, il y a le sujet classique, hein. Paul Barjon a fini troisième. C'était sa première participation à l'Open de France. Donc, c'est quand même vachement bien pour ce joueur qui est sur le PGA Tour cette année et qui va retourner sur le Korn Ferry l'année prochaine. Là, il passe les Monday Qualifiers pour retourner sur le PGA Tour. Enfin, déjà, c'est une très belle performance pour sa première participation. Un Français en France qui finit troisième, c'est quand même super bien. J'ai bien aimé aussi Antoine Rosner qui, même s'il a eu une dernière journée un peu difficile, a été dans la course jusqu'au dimanche matin. Donc c'était vraiment bien. Bon, il finit avec une carte de +3 à -6 total, mais il a quand même fait une très belle semaine. Julien Brun aussi, on l'a pas trop vu, il était un petit peu derrière tout du long, mais il fait quand même un top 15 à -5 total. Et moi, ce qui m'a vraiment marqué, Pierre, c'est les amateurs. On en avait parlé dans une de nos précédentes vidéos, mais nos amateurs, ils ont quand même très bien joué. Bon, au final, le meilleur amateur, vous le verrez dans le classement des Français qu'on vous mettra en vignette, c'est Julien Salle à -3 total. Et on a quand même eu des super cartes. Martin Couvra qui fait -5 premier jour, -4, -3 de troisième jour. Tom Vaillant qui fait -3 premier, -3 troisième jour. Alors, ils ont fini tous dans le par total entre Oyan Guilamodegui, qui pour moi ressemble à mon joueur favori, Rory McIlroy. Si vous regarderez, on vous mettra aussi la petite photo. Mais voilà, il y a 3 amateurs dans le par, un sous le par. On sent vraiment que maintenant, nos amateurs sont quand même vachement prêts pour se confronter directement aux professionnels comparé à quelques années. Je ne sais pas ce que tu en penses, Pierre. Ouais, je suis assez d'accord, et je pense que je voyais un petit peu des messages de pros français sur Twitter. Je pense à Mike Lorenzo Vera, il me semble, pour eux, c'était la première fois qu'ils retournaient aux Nations depuis tout ce qui est centre de perf qui a été construit là-bas et choses comme ça. Et ils disaient effectivement que c'est un rêve pour tout golfeur déjà, et pour tout golfeur, très bon golfeur amateur et golfeur pro, pour s'entraîner. Donc, je pense que ça reflète assez bien les investissements que la Fédé a fait dans ces centres de performance, que ce soit à Terre Blanche ou aux Nations, où on voit les résultats là avec déjà un championnat du monde assez satisfaisant, même si le résultat final n'était pas à la hauteur de leurs attentes. Mais on voit vraiment que ils sont prêts. Ils sont jeunes, ils n'ont pas peur, ils sont prêts mentalement, ils ont des swings. Martin Couvra, ils ont tous des très bons swings, pas besoin de les décortiquer et de les classer, mais ils ont vraiment des super swings, des super jeux, et quand tu les entends parler, ils se considèrent comme des pros. D'ailleurs, je crois que Julien Salle va passer pro là la semaine prochaine ou très rapidement. Donc vraiment, ils sont prêts et c'est cool à voir. Parce que voilà, il y avait plein d'amateurs, et il y a un petit amateur qui n'a pas passé le cut, mais qu'il faut mentionner selon moi, et qui a battu le record de précocité
en termes d'âge à l'Open de France que détenait Victor Dubuisson. C'est Hugo Le Goff qui fait, il me semble, +3/+3 ou +3/+4. Donc, et 14 ans, c'est assez exceptionnel de se dire à 14 ans, je joue un tournoi de l'European Tour chez moi et en plus, très bon, pas ridicule du tout sur ces 2 tours où de temps en temps on peut s'attendre à des gros shoots sur des amateurs un petit peu jeunes ou qui sont un peu pris par l'événement, quoi. Exactement, je suis tellement d'accord avec toi. Bon, en fait, moi, ce que je me rends compte, c'est que par rapport à, on va dire, la génération précédente, on va dire que les amateurs sont maintenant prêts plus tôt et plus jeunes. Martin Coura, il a 17 ans, Tom Vaillant, il a 19 ans. Non, Martin Coura a 19 ans, pardon, Tom Vaillant, 20 ans, et c'est Oyan, le Landais, qui a 17 Ouais. ans. Il fait -2. Bon, c'est sur les 2 premiers tours. Ils sont prêts très tôt. Il a 17 ans. Il est déjà en train de retourner pour le final stage de l'Alps Tour. Enfin, c'est quand même, ils sont prêts très tôt. Et tu peux te dire qu'ils arrivent à maturité, du coup, idéalement, à 22-23 ans, alors qu'à l'époque, à 22-23 ans, les joueurs arrivaient sur le tour et découvraient tout. Mhm. Là, ils sont vraiment prêts. Donc, c'est vraiment intéressant. Et on se dit que, du coup, l'avenir du golf français a peut-être encore un peu une belle génération à venir et ça fait quand même très plaisir. Ça n'en fait pas de doute. Est-ce qu'on a quelque chose d'autre sur nos Français à l'Open? Moi, Bon, personnellement, Victor Dubuisson qui abandonne après le premier tour. Bon, il faut le je, mentionner. Tu disais que c'était l'ancien recordman voilà. jeunesse. Et je, Maintenant, il abandonne. et je voyais la stat sur Twitter qui sortait où ces 6 ou 7 derniers tournois, c'est cut raté, abandon, cut raté, abandon, abandon, abandon. Donc voilà, je sais pas trop ce qui se passe avec Victor, qui est assez calme. On sait pas trop ce qui se passe dans l'envers du décor. Mais voilà, c'est vrai que c'était à mentionner. Il sera là la semaine prochaine au Alfred Dunhill Links apparemment. Donc on va voir Ouais, il fera le premier tour. voilà. Déjà, il fasse le premier tour. Après, c'est toujours la question du deuxième tour. Est-ce qu'il y a cut? Est-ce qu'il joue? On verra. Sinon, pour Ouais. d'autres Mais Français, sinon, il y a eu aussi, ouais, ouais, pour d'autres Français, exactement. j'avais J'allais parlé enchaîner et Challenge Tour, exactement. exactement. Qui Et était bien en qui France. était Qui était bien en bien en France. France. Bon, je ne sais absolument pas de quoi je parle. Là, tu vois, j'ai mis en doute ta parole, j'ai mis en doute tes informations, mais j'avais tort. Voilà, je lève la main, coupable. Et voilà. Mais on avait Non, Victor voilà, du pour ceux Challenge Tour. qui, ouais, pour ceux qui n'avaient pas vu la vidéo, on hésitait parce que le tournoi s'appelait le Swiss Open et Pierre pensait que c'était en Suisse. Moi, j'avais quand même vu un drapeau français et c'était bien en Alsace. C'était le sponsor suisse. Et donc, on a eu pas mal de Français. On a eu des bons résultats aussi dans ce Swiss Open. Le joueur de Bussy-Garmente qui est passé pro récemment, la John Gonko, il a fini 2e, ce qui lui permet quand même de remonter la 17e place de la Road to Mallorca, sachant que, comme on l'a dit la dernière fois dans le podcast, c'est les 20 premiers de ce classement final du Challenge Tour qui monte sur l'European Tour. Et je vais te corriger et on verra, mais je crois que c'est 15. Je crois que c'est 15 du challenge qui monte. Aïe. On sait vraiment pas de quoi on parle. Je vais peut-être avoir fait encore une connerie, mais bon, il me semble que c'est 15. Mais non, mais c'est vrai que c'est une super place. Ça lui permet de, je pense, gagner une quinzaine ou une vingtaine de places à cette Road to Mallorca. Donc ça le remet dans le mix pour être sur l'European Tour l'année prochaine, avoir sa carte. Et pour les autres Français, je crois qu'on a un petit paquet de Français qui finit 13e avec Clément Sordet, Félix Maury et David Ravetto. Donc voilà, encore une belle semaine pour ces trois-là. Et on Sordet qui gagne seulement une place sur le Challenge Tour et sur le ranking de la Road to Mallorca. Mais selon quelques sources, on n'est pas loin de l'officialisation de sa carte où il a glané à 7 points. Il semblerait qu'il pense qu'il faut qu'il fasse un petit dernier cut pour s'assurer 1000 ou 2000 euros pour s'assurer la carte pour l'année prochaine. Donc ça, c'est une super nouvelle pour nos Français, pour notre contingent français qui va certainement augmenter encore l'année prochaine sur l'European Tour, enfin sur le DP World Tour. Donc c'est une super nouvelle. Ouais, non, mais c'est comme tu le dis, c'est vraiment bien. Il reste en plus un tournoi en France. On en parlera un peu dans les tournois à venir le week-end prochain, mais il y a un tournoi sur le Challenge Tour qui est en France à Pont-Royal. Donc voilà, ça reste à domicile. C'est toujours plus simple aussi pour des Français. Si on peut assurer au maximum des cartes
qui éviteront de se jouer à l'étape finale en Espagne. Ce sera toujours ça de gagner. Notre contingent français, on espère qu'il sera de plus en plus grand l'année prochaine sur l'European Tour. Il y aura aussi les Q-School pour monter sur l'European Tour qui laisseront d'autres chances aussi pour avoir plus de joueurs. Et c'est vrai que d'avoir beaucoup de Français performants sur le Challenge Tour, co-deuxième cette semaine, la semaine dernière, c'était Pierre Pinot au Portugal. Voilà, nos Français, voilà, sont proches de venir rejoindre l'armada française qu'on a sur l'European Tour. Ça fait quand même très, très, très plaisir. Exactement. Et non, et bon, évidemment, le gros du sujet pour ce 19e trou de cette semaine, c'était l'Open de France. Il y a eu aussi un événement majeur de golf ce week-end, c'était la President's Cup. Autant que c'est un petit peu moins proche de nos cœurs, car on n'est pas impliqué dedans. Voilà, c'est l'un des événements tous les 2 ans golfiques où on a une équipe américaine face à une équipe internationale. Et on a eu un gros spectacle aussi. Je pense qu'on avait fait une petite preview où on avait dit ça va pas être très compétitif, il y aura pas de suspense. Il n'y a pas eu un suspense de ouf, autant que je pense que le dernier jour, un petit peu, on a senti que les internationaux se sont rebellés à partir du samedi, où ils font une grosse journée de samedi pour remonter et n'avoir que 4 points de retard avant le dernier jour. Et sur la journée de simple, il y a pas mal de matchs qui se sont joués un petit peu, tu vois, vers la fin, où ça aurait pu tomber des deux côtés. Autant que voilà, suspense pas exceptionnel. Moi, ce que j'ai à dire, c'est que les Américains, ils savent mettre le show, faire le show. Le départ avec les 2 anciens présidents, Bill Clinton, George W. Bush, l'hymne américain, les avions qui passent au-dessus et une foule, énormément de monde. Ce qui me fait penser à Taylor Gooch qui disait que le livre, c'est les mêmes ambiances que les Ryder Cup et President's Cup. Je pense que j'espère qu'il a regardé ça et maintenant qu'il peut se dire, OK, non, j'avais tort et il y a encore un peu de boulot sur le livre pour avoir des ambiances comme ça. Mais voilà. Toi, qu'est-ce que tu as vu de cool de cette President's Cup? Moi, je faisais une petite moue quand même quand tu parlais de suspense, parce que bon, après 2 jours, il y avait 8-2 pour les Américains. C'est vrai que le samedi, avec des matchs le matin, des matchs l'après-midi, ça a été un peu plus équilibré. Et on va dire que les internationaux ont légèrement refait leur retard. Et on a eu un suspense le dimanche, j'allais dire, sur les 9 premiers, parce qu'on sait toujours pas ce qui se passe réellement. Mais les Américains n'ont pas vraiment tremblé, ça s'est fini quand même assez vite. Ils l'ont fêté très tôt dans l'après-midi. Ouais. Voilà, il y avait quand même un écart monstre. Moi, ce qui m'a choqué, c'était quand même que les leaders internationaux sont un peu passés à côté, je trouve, de leur semaine. Adam Scott, Hideki Matsuyama, ils sont quand même pas fait une superbe semaine, alors que de l'autre côté, Jordan Spieth, Justin Thomas, Xander Schauffele, Scotty Scheffler, ils étaient tous là, ils ont tous rentré. Et moi, ce qui m'a vraiment choqué, c'est que la différence, c'est vraiment jouer sur les greens. On voit vraiment que c'était préparé pour les Américains, mais bon, la plupart des internationaux sont maintenant des joueurs qui jouent sur le PGA Tour et qui ont l'habitude de ces greens rapides. Mais les Américains, ils ont rentré des putts de partout. Ouais. Je suis désolé, en dehors du green, double pente, triple pente, cassure, pas de cassure, ils rentraient des putts de partout. Les internationaux, ils ont quand même eu beaucoup de mal. Alors, il y a un petit joueur que j'ai bien aimé quand même chez les internationaux, c'est Kim, là, le petit Sud-Coréen de 20 ans. Lui, il a mis l'ambiance, il a mis le show. On aurait même cru que c'était un Américain parce qu'il mettait limite plus l'ambiance que les Américains. Donc lui, c'était vraiment hyper sympa de le voir jouer et je trouvais qu'il jouait vraiment bien et qu'il était vraiment bien. Mais voilà, c'était pas à lui de mener l'équipe. Après, voilà, on n'y a jamais eu, c'est quand même en 14 participations ou je ne sais combien, il y a 14. eu 12 victoires des Américains. Enfin, il y a jamais eu de vrais matchs finalement. C'est pas une Ryder Cup. Donc bon, c'était sympa à voir. C'est quand même du golf, c'est quand même un match par équipe et nous, on adore ça. Toi comme moi, je pense qu'on adore ces matchs par équipe, c'est quand même hyper sympa. Et l'ambiance était top. Je suis d'accord avec toi, les Américains savent mettre le show. Mais bon, d'un point de vue golfique, pour moi, il n'y a pas eu de match. Je suis désolé. Ok, non, je suis assez d'accord. Je pense que, tu vois, je l'ai dit dans le sens où il y avait 8-2 après le deuxième jour. Ça aurait pu être terminé le lendemain. Enfin, le samedi, ça aurait pu être terminé à 15,5. Je sais pas, ils auraient marqué encore 2 points, donc 15,5, 4 ou un truc comme ça. 15,5, 3. Donc ça aurait pu être plié dès le samedi, où c'est là que voilà, le petit sursaut des internationaux a permis d'avoir un samedi intéressant et un dimanche où il y avait un petit suspense, où on a déjà vu les Américains se faire remonter comme ça de façon un petit peu exceptionnelle. Mais bon, c'est vrai que là, la logique a été respectée, je vais dire. Et quand tu parlais de quelques joueurs, là, moi, je vois Tom Kim qui arrive au départ du 1 et qui harangue la foule et qui leur dit vas-y, applaudissez et criez pendant que je tape mon départ. Des finishes de fou. Et je sais pas si tu as vu les images là,
Siwoo Kim contre JT en simple, qui commence à dire chute à Oui, la quand il foule, fait trucs comme ça. Donc voilà, il y avait, c'est vrai que surtout ces internationaux, peut-être Siwoo Kim, qui sont d'habitude assez calmes sur le parcours, qui montent pas trop les émotions. Tu sens que c'est match par équipe. Qui que tu sois, t'as l'énergie qui arrive, tu joues tu représentes ton continent, ton pays, etc. Où les émotions, elles sont décuplées et voilà, les mecs sont hyper motivés et c'est ça qui rend je trouve ces tournois par équipe encore meilleurs, c'est que ça inclut toute la foule et tu as une ambiance de folie pour ces matchs Ryder Cup, President's Cup et autres, même en amateur et choses comme ça. Donc c'est vraiment, enfin voilà, une President's Cup où moi perso, j'ai été agréablement surpris. C'était vraiment agréable de la regarder à la télé parce qu'il y a eu énormément de bons coups. Et comme tu le disais, le parcours est préparé pour les Américains. Les greens, ils avaient l'air d'aller vite, mais vite. Ou les putts qu'ils ont en descente, là, ils la mettent en mouvement et elle glisse, elle glisse, elle glisse. Et tu te dis, c'est pas possible, elle va s'arrêter un moment. Et en fait, non, elle roule jusqu'au trou et souvent elle roulait dans le trou pour ces Américains. Donc voilà, pour moi, une bonne President's Cup a posteriori, surtout avec les histoires live où voilà, le PGA Tour veut un petit peu vendre son produit et faire des trucs cool. Je pense que c'était une bonne semaine pour eux en tout cas. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. C'était une bonne semaine. Pas oublier que chez les internationaux, il y avait quand même beaucoup de rookies. Il y en avait 8, je crois. Ouais. Voilà, donc on le savait un peu à l'avance, mais ça a été quand même, je pense, un beau show. Et c'est vrai que un peu dans cette guerre PGA Tour face aux livres, on est un peu d'accord que ils ont réussi à vendre un beau produit ce week-end-là. Et c'était vraiment bien. On savait un peu que les Américains allaient gagner. Ils étaient sur un parcours qu'ils connaissaient très bien, qui Mm-hmm. était fait pour eux. Ils étaient plus forts. Donc bon, mais c'était quand même un beau produit et c'était quand même plaisant à voir. Et je vous invite tous vraiment, si vous n'avez pas vu, regardez un maximum de highlights, au moins les plus beaux coups. Et vous allez voir que vraiment, il y a eu des coups magnifiques. Je suis d'accord avec toi, Pierre. Ouais. Sur les greens, ça rentrait de partout. C'était vraiment très sympa. Et c'est rare aussi de voir un peu toute cette ambiance et un peu comment les joueurs en match peuvent un peu se chauffer les uns les autres. Ça change un peu du caractère un peu très correct du PGA Tour habituellement. Donc c'était vraiment très sympa. Ouais, et d'ailleurs, tu vas me parler livre un petit peu, moi je suis tombé sur cette petite news hier soir, il me semble, où comme vous le savez peut-être ou peut-être pas, le livre n'a pas de chaîne qui retransmet ces tournois. En général, c'est sur YouTube ou sur leur site. Et là, la news, c'est que en fait, ils vont acheter du temps d'antenne sur Fox Sports, qui est quand même une assez grosse chaîne américaine pour du sport où ils font du foot américain, ils font tout ce qui est un peu Première Ligue et choses comme ça. Donc une chaîne assez regardée où en fait là ils vont acheter du temps d'antenne, ce qui est complètement en général à l'opposé d'autres sports qui vendent leurs droits à des chaînes, où là ils vont acheter du droit d'antenne. Ils seront en charge de tout ce qui est production, ils seront en charge de tout ce qui est publicité, sponsoring. Et avec cette news-là, apparemment, Greg Norman dit faut qu'on ait un dernier tournoi un peu plus touffu. C'est-à-dire que il me semble que le dernier tournoi au Doral, en fait, c'est un peu des matchs équipe contre équipe. Et le dimanche, potentiellement, il y aurait eu qu'un match, une équipe de 4 contre une équipe de 4. Et avec ces news-là, où il veut avoir un produit qui va marcher à la télé, je pense, il rajoute d'autres équipes pour qu'il y ait plus de golf à la télé ce jour-là. Donc voilà la petite news live comme ça, un petit peu qui pour moi est un petit peu la next step pour eux, c'est de vraiment trouver un endroit où quelqu'un peut regarder à la télé du live. Ouais, non, ben, je suis totalement d'accord avec toi et c'est vrai que c'est une nouvelle assez marrante et puis on verra un peu ce que donnera ce tournoi un peu par équipe à la fin de l'année. Ça a l'air d'être sympa et je pense que ça peut être aussi une bonne chose de pouvoir le voir directement à la télé plutôt que de le regarder sur YouTube. Ouais, parce que là, j'ai sur mes notes, c'est le dernier tournoi, c'est 50 millions de purse. Il y a une équipe, enfin c'est 16 millions pour l'équipe gagnante ou quelque chose comme ça. Mais donc ouais, ils ont dit et je crois que c'était l'un des sujets un peu qui faisait peur aux agents de joueurs qui venaient sur le livre, c'est qu'il fallait qu'ils aient rapidement un endroit pour montrer ce nouveau type de golf, on va dire, ce nouveau tournoi. Et donc là, il semblerait qu'ils font un premier pas vers ça, où on verra si ça marche dans le futur.
Non, ça va être intéressant de voir un peu comment ils évoluent. On en parle un peu chaque semaine, mais Ouais. c'est vrai que ça va être assez intéressant de voir ça. Écoute, bah, moi, j'ai rien d'autre. On passe à ce qui se passe ce week-end. Ouais. Euh, On a encore un beau week-end, hein, Pierre. Je sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, on a encore un beau week-end qui s'annonce, hein. Bah, écoute, je vais dire surtout sur l'European Tour. Le PGA Tour, c'est encore le début de la saison. Mais c'est vrai qu'on a le Alfred de Links, qui est l'un des tournois un petit peu phares de cet European Tour, qui se joue sur 3 parcours, Saint-Andrews, Carnoustie, Kingsbarns, qui se joue avec un amateur, donc un petit peu particulier. Mais voilà, un gros tournoi avec un champ de joueurs qui détonne, quoi. Alors déjà, ce qui est sympa, c'est qu'ils jouent trois parcours différents. Saint-Andrews, Carnoustie, Kingsbarn, comme tu as dit. Il y a un bon champ de joueurs. On a pas mal de Français encore qui sont là. J'ai vu qu'il y avait McIlroy. J'ai vu qu'on avait d'autres. Alors attends, j'ai On vous plus mettra, dessus, on je vous mettra une, reviens. on vous mettra une petite vignette avec les gros Voilà, joueurs, on mais a, voilà. on a McIlroy, Fitzpatrick, Billy Horschel, Shane Lowry, Tyler Latton, Tommy Fleetwood, Taylor Gooch. Bon, c'est quand même Thomas Peters, c'est quand même beaucoup de très bons joueurs. Donc il y a vraiment un très bon champ de joueurs. Il y a les meilleurs Européens qui sont là pour la Mm. plupart. Guido Migliozzi qui vient de gagner, McIntyre qui reste sur des belles perfs. Et on a quelques Français, Perez qui avait gagné aussi en 2019 ou 2020, C'est ça, oui. je dirais, ce tournoi. Et bon, on en a un peu moins parce que gros champ de joueurs, donc on aura aussi Antoine Rosner qui sera intéressant de suivre et Mathieu Pavon. Il y a aussi Ben Hébert qui est pour l'instant le premier de réserve, donc il y a peut-être une chance Ah, de rentrer s'il y a un merde, scratch. ouais. Et nos classiques, Victor Dubuisson, Romain Langasque, Julien Guerrier. Donc voilà, il y a un bon champ de joueurs, Fred Lacroix, Julien Brun. Enfin, je les regarde en même temps que vous un petit peu parce qu'il y en a beaucoup, je ne les connais pas par cœur. Ouais. Et je pense que ça va être un très bon champ de joueurs. C'est 3 parcours différents. Il y a ce côté pro-am aussi qui est un peu sympa, où ils sont avec des célébrités, leur famille et tout. Donc c'est assez sympa aussi Ouais. à suivre. Eux, ça leur permet de jouer aussi un peu plus détendu que d'habitude. Donc c'est sympa. Ouais. Et quelques joueurs du livre qui se sont glissés là-dedans, qui pourraient nous amener un petit peu de controverse ce week-end avec des infos et choses comme ça. Donc, ça va être intéressant de voir ça. Donc, ouais, sur l'European Tour, là, on a un gros week-end, on a un gros enchaînement. Ben, on arrive sur la fin de saison dans tous les cas, là. Donc, c'est maintenant que là que c'est important voilà, de gagner, marquer des points et c'est un gros tournoi. Donc voilà. Sur l'European Tour en Angleterre, en Écosse plutôt, on va être très très bien. Qu'est-ce qu'on a sur le PGA Tour, Alex? Alors sur le PGA Tour, on a un tournoi bon qui est pas non plus richement doté, hein. C'est le Sanderson Farms. Bon, Enfin, il moi faut dire ça avec des je pincettes. connais pas grand-chose. Faut dire ça entre guillemets richement doté sur le PGA Tour parce qu'ils sont tous des gros purses, mais c'est vrai que enfin, Oui, c'est oui, l'un ils des. sont tous richement dotés, mais comparé Ouais, à l'ensemble des tournois, je veux dire, c'est quand même pas non plus ouais. un très gros tournoi. Je crois qu'il y a Sam Burns qui a gagné l'année dernière. Qui défend son titre, Donc voilà, bon, effectivement. bah, qui défend son titre. Bon, Qui- on attend de voir, hein. Moi, je connais ni le parcours, je connais pas le champ de joueurs, a pas l'air non plus. Il n'y a pas les meilleurs Américains. Je crois qu'il y a Gary Woodland, Cameron Champ, Sam Burns. Mhm. Bon, après, on est très vite sur du Stewart Singh, Lucas Glover. Bon, voilà, c'est pas non plus, c'est pas le champ d'année, je vais dire. Donc après, on va voir comment ça se passe. Ça va être intéressant, mais c'est vrai que bon, euh, quand tu compares un peu au champ de joueurs de l'European Tour, et à ce tournoi à la Fred Dunhill, on sent qu'on va être un peu plus focalisé quand même sur la Fred Dunhill que sur le PGA Tour, un peu pour nos principaux joueurs mondiaux. Ouais, ouais, effectivement. Et bon, bah, ça a du sens parce que c'est juste après la President's Cup où je pense qu'ils ont pas mal fêté ça. Je crois qu'il y a Max Omal lundi matin qui disait je me sens pas bien sur Twitter parce que l'alcool a dû couler à flot. Évidemment, consommation d'alcool avec modération, mais eux ont dû oublier le modération ce soir-là. Ben non, mais voilà, ben c'était, enfin, encore grosse news enfin, un gros 19e trou, un épisode 3 bien compact avec beaucoup d'infos. Et la semaine prochaine, bah, on a encore, enfin, voilà, on sera de retour la semaine prochaine pour faire la même chose et vous parler de ce qui s'est passé à l'Alfred Dunhill, au Sanderson et, euh, et un petit peu l'actu du monde du golf. Bah ouais, exactement. Bah, c'était une version un peu plus condensée, comme vous l'avez vu un peu cette semaine. Déjà, avec Pierre, on n'est pas au même endroit, donc un setup différent. Il n'y avait pas non plus, bon, il y avait la President's Cup et l'Open de France, mais sinon, il n'y avait pas grand-chose, entre guillemets, dans le monde de la petite balle blanche ce week-end. Donc, c'est un épisode qui est un peu plus court que les autres. Mhm. Encore une fois, on avait un petit problème de commentaires YouTube. Normalement, ça a été réglé sur notre chaîne. Donc maintenant, quand je vous dis n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, vous pouvez vraiment le faire. Voilà. Et on sait,
on ne sait absolument pas de quoi on parle, le golf, et en plus, on ne sait pas utiliser Mais YouTube. exactement. Donc, ça devient un petit peu problématique. Ouais. Mais d'ailleurs, si vous êtes encore là, n'oubliez pas, si vous aimez le contenu, abonnez-vous, likez, la petite cloche pour les notifs, pour être au courant de toutes nos dernières vidéos. On va avoir je pense, on planifie du très bon contenu au-delà des 19e trous qui devraient arriver. Donc, ça va être cool. Et voilà, comme dit Alex, n'hésitez pas à commentaire. Maintenant, vous pouvez. Nous vous laissons commenter nos vidéos et ça nous fera très plaisir de répondre d'y répondre et d'interagir avec vous. Exactement. Bah voilà. Bah moi, écoute, j'ai plus grand chose à dire, Pierre. Pour ceux qui ne le savent pas, Pierre est actuellement en Amérique du Sud. Donc voilà, je te souhaite, Pierre, une bonne semaine. On va regarder un peu ça avec des horizons différents, mais on sera quand même là la semaine prochaine pour vous parler de ce qui s'est passé ce week-end. Et nous, surtout, n'oubliez pas, faut que ça zip, faut que ça zip, faut que ça zip. Allez, salut, passez une bonne semaine. À plus. Ciao.